La pire catastrophe médicamenteuse de l'histoire allait se propager dans plus de 46 pays et engendrer jusqu'à 20 000 bébés gravement déformés dans le monde entier. Mais les historiens retiennent aujourd'hui une naissance de 1961 qui a changé le cours de l'histoire. À Hambourg, en Allemagne, Linde Schulte-Ihlen, âgée de 23 ans, donne naissance à son premier enfant. Son mari n'était pas avec elle à ce moment-là. C'était silencieux, puis je me suis allongée, je me suis détendue, et quelqu'un m'a chuchoté à l'oreille « Votre mari ne va pas bien ?» J'étais là, bien réveillée, et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il arrive à mon bébé? Quelque chose ne va pas ?» « Oui », a-t-elle dit, sans aucune émotion. « Il a juste les bras trop courts. » Et moi, comme un enfant l'aurait demandé, j'ai dit « Et ils ne grandiront plus ?» Et elle a dit « Ça ne peut pas grandir, ça restera comme ça les maintenant. » Et là, j'ai eu l'impression d'être battue à mort. Un médecin a donné un conseil amical à la jeune maman. « Prenez un autre enfant, oubliez-le, jetez-le. » Peu après, le mari de Linde est arrivé et lui a annoncé une mauvaise nouvelle qu'il lui avait cachée. 6 semaines plus tôt, sa sœur avait donné naissance à un bébé présentant des malformations similaires. Il y avait un air de ressemblance comme notre enfant. Il doit y avoir quelque chose qui a la même origine, la même difficulté, le même problème à l'arrière-plan. Et nous le trouverons et nous le chercherons. Et nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé. Aucune limite. L'épidémie de bébés difformes a commencé 5 ans et demi plus tôt, le jour de Noël 1956, avec la naissance de la première victime. Dans la petite ville d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, une mère avait pris un nouveau médicament appelé thalidomide, développé par une société pharmaceutique locale, Chemie Grünenthal. Son mari, comme d'autres employés de Grünenthal, avait ramené un échantillon qu'il avait donné à sa femme enceinte. Le bébé serait le premier de 6 bébés thalidomide, voire plus, nés d'employés de Grünenthal dans les années à venir. Mais l'entreprise pharmaceutique a ignoré les signaux d'alerte précoces dans son entourage. Rien de tout ça n'a incité Grünenthal à agir. Grünenthal n'a pas enquêté, n'a pas parlé de la maman, ne s'est pas rendu à l'hôpital, n'a pas consulté le dossier médical, n'a pas contacté d'experts. Grünenthal a eu de multiples occasions de mettre un terme à ce désastre. Aucune d'entre elles n'a été saisie. 9 mois après la naissance du premier bébé difforme, Grünenthal a lancé la thalidomide sur le marché allemand sous la marque Contergan. La forme de vente agressive de Grünenthal, dont la devise était « réussir à tout prix », a continué à promouvoir le médicament. Selon eux, le Contergan était un sédatif sûr, en particulier pour les femmes enceintes souffrant de nausées matinales. Les ventes ont explosé à la thalidomide et est devenu le 2e médicament le plus vendu après l'aspirine. Mais Linde Schulte-Ihlen et son mari Karl Hermann étaient déterminés à découvrir la cause des bras trop courts de leur fils. Des mois plus tard, ils n'étaient pas plus avancés dans la résolution de ce problème. Je sais que mon mari a parfois dit « Nous n'y arriverons pas. Je pense que nous devons abandonner. » Et j'ai dit « Nous n'abandonnerons pas. » Son mari a rapidement contacté un professeur d'obstétrique, le docteur Widukind Lenz, qui avait reçu quelques rapports de bébés déformés. Mon père et le professeur Lenz ont parcouru l'Allemagne dans leur vieille Volkswagen et sont allés d'un petit village à l'autre pour demander « Y a-t-il des enfants nés avec des jambes ou des bras de petite taille ?» À l'époque, ces enfants étaient cachés dans les petits villages. Il a posé la question dans les restaurants, les bars et au bureau de la police locale. Et tout le monde a répondu « Non, pas dans notre ville ». Il a alors montré une photo de moi et a dit « C'est mon garçon. Je peux répéter ma question ?» On lui a répondu « Au bout de la rue, il y a eu un très triste incident. » Il s'est alors rendu sur place, a sonné à la porte et a montré la première chose qu'il a faite, c'était de montrer la photo de moi et de dire « C'est mon fils. Avez-vous aussi un enfant comme celui-ci » Les gens ont éclaté en sanglots et c'est à ce moment-là que les enfants de la thalidomide ont été mis en évidence.
En Angleterre, la thalidomide était vendue sous le nom de la Distaval par le plus grand fabricant de liqueurs du pays, la Distiller Company. Comme en Allemagne, Distiller avait reçu des rapports faisant état de bébés difformés, mais Grünenthal lui avait assuré que le médicament était totalement sûr. Louise Mason est l'un des 530 bébés thalidomiens nés en Angleterre sur une période de 6 ans et demi. Louise n'a appris les circonstances de sa naissance qu'en lisant l'autobiographie à succès de son père. Je n'avais ni bras ni jambes et mon père m'a dit que c'était comme des petits bourgeons de fleurs, vous savez, de mes bras et de mes jambes. Mon père m'a regardé et m'a dit « Mon Dieu, vous n'allez pas laisser vivre ce bébé ?» Et ils ont dit « Oui ». Ma mère n'avait que 21 ans et les médecins lui ont conseillé de me mettre à l'écart. Et de se concentrer sur la fondation d'une autre famille. Après 11 jours d'hospitalisation, ses parents ont emmené Louise dans une institution pour enfants handicapés où elle a passé les 18 années suivantes de sa vie. Mais Louise a eu de la chance. Son père n'a pas demandé à un autre médecin de lui mettre fin à ses jours. Il est incontestable que les sages-femmes et les médecins tuaient des enfants handicapés dans les hôpitaux, dans les salles d'accouchement, à grande échelle en Grande-Bretagne, en Allemagne et, si c'est le cas, probablement partout ailleurs. À Liège, en Belgique, la mère d'un bébé sans bras a décidé que l'avenir de sa fille était sans espoir. C'est le dernier jour du procès de la thalidomide. La mère du bébé et 4 complices sont accusés du meurtre d'un enfant né sans bras. Le jury se retire enfin pour examiner son verdict. Non coupable. Les 5 sont acquittés. Quel soulagement et quel accueil leur a été réservé. Au Canada, un autre bébé sans bras est épargné par une pauvre famille ukrainienne de la campagne de Saskatchewan. Des années plus tard, Alvin Lowe a appris à quel point ses parents biologiques avaient été horrifiés de sa naissance. En fin de compte, c'est la grand-mère paternelle qui ne voulait rien savoir. Elle a dit « Tu ne ramèneras pas ce bébé diabolique à la maison. Il est difforme à cause d'une malédiction. » Le bébé sans bras n'a pas été ramené chez lui, les médecins ayant prévenu qu'il ne mènerait jamais une vie normale. Mais au bout de 6 semaines, un couple de personnes âgées, Jack et Hilda Lowe, qui avaient déjà élevé leurs propres enfants, se sont portés volontaires pour devenir parents d'accueil et ont pu voir Alvin pour la première fois. J'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit, pas étonnant que personne ne veuille de toi. Et la prochaine fois, où je suis allée le voir, bien sûr, il l'avait lavé et habillé, et il n'avait pas trop l'air mal en point. Je n'étais pas du tout d'accord pour l'emmener. Pas question. Nous avions élevé notre famille et c'était tout. Mais c'était un bébé dont personne ne voulait. Alors, que faire? Finalement, tout s'est bien passé. L'histoire de ma vie a basculé au moment où Sophie et Peter, mon père biologique, m'ont abandonné. C'est un changement de chapitre profond dans ma vie. Parce que je suis allé vivre avec les Lowes, ma vie est ainsi devenue cette vie. À Cincinnati, dans l'Ohio, un couple de catholiques profondément religieux, père de 6 enfants, s'attendait à un nouvel accouchement classique. Ma mère raconte que lorsque je suis née, ils n'étaient pas du tout préparés. Le médecin a dit « Joy, votre bébé n'a pas de jambes ». Alors elle a dit « Eh bien, Eileen est mon trèfle à 4 feuilles ». Un de mes frères et sœurs m'a raconté que mon père avait pleuré et que lorsqu'il est rentré à la maison, il m'a tendu à mes frères et sœurs, que tout le monde s'est mis en colère et a dit « Emmenez-la ».
Quelqu'un a arraché les couvertures et a dit « Ce n'est pas un bébé » ou quelque chose comme ça. « Ce n'est pas votre sœur. » C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. C'est douloureux. Eileen Cronin est l'un des nombreux bébés thalidomiens nés à Cincinnati, où une société pharmaceutique américaine, Richardson Merrill, avait son siège. À l'instar de la société pharmaceutique allemande, Merrill a présenté le médicament comme étant totalement sûr, même pendant la grossesse. Comme Grünenthal, Merrill n'avait aucune preuve à l'appui. En 1960, Merrill a demandé à la Federal Drug Administration l'autorisation d'introduire la thalidomide sur le marché américain. Et il a été autorisé à mener des essais cliniques sur des patients dans tout le pays. Non, il ne s'agissait pas du tout d'un essai clinique. Il s'agissait d'une campagne de marketing maquillée pour ressembler à un essai clinique. Michael Magazanik est un avocat australien et un ancien journaliste d'investigation qui a passé des années à enquêter sur la catastrophe de la thalidomide. Ce que Merrill voulait faire, c'était familiariser les médecins avec son médicament, de sorte qu'une fois l'autorisation obtenue, les médecins seraient prêts à partir, enthousiasmés par le médicament, prêts à le prescrire massivement. Pendant cette période, Richardson Merrill a distribué 2,5 millions de pilules de thalidomide à des milliers de médecins aux États-Unis et au Canada. À Winnipeg, le docteur Claude Murphy était l'un de ces médecins. Nous l'avons reçu en quantité, soit 1000 pilules qu'un médecin pouvait distribuer gratuitement à ses patients. Une pression énorme s'exerçait dans le monde entier pour que ce nouveau médicament merveilleux soit mis sur le marché et les entreprises qu'il produisait, même après que des questions aient été soulevées quant à son efficacité, ont continué à le promouvoir. Le docteur Murphy avait de bonnes raisons de s'inquiéter du désastre naissant de la thalidomide, alors qu'il attendait la naissance de son 4e enfant. Un autre médecin avait prescrit de la thalidomide à sa femme Peggy. J'avais prévenu les infirmières de l'hôpital que nous pourrions avoir des problèmes et nous l'avons transporté dans la salle d'accouchement. Puis nous sommes allés dans la salle d'habillage du médecin. Je me suis retourné pour regarder par la fenêtre et j'ai vu l'infirmière regarder avec horreur la civière et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai donc fait irruption dans la pièce et il avait fait une brèche. Vous voyez, à cause de son manque de jambes, de ses petites fesses et de sa grosse tête, il était coincé sur la civière avec juste son postérieur. L'infirmière m'a donc donné une paire de pinces et je l'ai glissé sur sa tête qui venait de naître. Et je l'ai mis au monde. Si je n'avais pas été là, il n'aurait jamais survécu. Dès qu'il est né, il a commencé à crier. Sans aucune hésitation, il est là. Il n'a jamais cessé de crier depuis. Je dois dire que j'ai été assez dévasté par toute cette histoire. Je n'avais jamais eu affaire à quelqu'un qui avait des déficiences physiques auparavant. J'ai dû annoncer la nouvelle aux autres enfants, ce que j'ai fait le lendemain, ou presque. Et comment ça s'est passé? C'était surprenant. Comment ça? Ils m'ont dit, « Papa, tu dois ramener ce bébé à la maison. » La thalidomide est alors vendue dans près de 50 pays à travers le monde. En 1961, en Australie, le docteur William McBride a mis au monde 3 bébés thalidomidés en quelques mois. Il a alerté Distillers, le distributeur britannique de la thalidomide. Mais ce dernier a prétendu n'avoir jamais reçu ces avertissements. Et les mères enceintes, comme Wendy Hove, ont continué à prendre de la thalidomide pour soulager leurs nausées. Mais lorsque sa fille Lynette est née, Wendy a immédiatement su que quelque chose n'allait pas.
Lorsqu'elle est née, il régnait un silence de mort dans la pièce. Et je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Personne n'a dit un mot. C'était juste un grand silence. Enfin, ils m'ont dit qu'il y avait un problème et que Lynn n'avait ni bras ni jambes. Ils me l'ont donnée et elle n'avait pas l'air très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle avait des cheveux collés et le plus beau des petits visages. C'était comme un cauchemar, je crois. Mais quand on les regardait, on se disait qu'il fallait l'aimer. On ne pouvait rien y faire. Mais ils ont dit, nous pensons qu'elle a des lésions cérébrales, mais nous ne savons pas dans quelle mesure. Je l'ai regardée et je me suis dit que cette petite chose n'avait ni bras ni jambes, et que si elle avait aussi des lésions cérébrales, quel espoir lui restait-il? Ils m'ont dit que je devais la placer dans un foyer et qu'elle serait morte dans 6 mois. Nous l'avons laissée là pendant 1 semaine, le temps de nous remettre les idées en place, puis nous sommes revenus la chercher. Et c'était très dur de retourner la chercher à l'hôpital. En Allemagne, la campagne publicitaire de Grünenthal porte ses fruits. Le propriétaire et les cadres de l'entreprise font fortune du jour au lendemain. En particulier, Heinrich Mückter, le directeur de la recherche de Grünenthal. Pendant la guerre, Mückter a servi comme médecin nazi, développant des vaccins sur des prisonniers juifs du camp de concentration de Buchenwald, dont beaucoup sont morts. Après la guerre, Mückter a rejoint Grünenthal. 9 ans plus tard, il invente la thalidomide et reçoit une prime pour chaque pilule de thalidomide vendue dans le monde. Le médicament a été un tel succès pour Grünenthal qu'ils ont commencé à gagner de l'argent à tour de bras. Et Heinrich Mückter, qui recevait un pourcentage des bénéfices, est passé d'une situation modeste à une situation où l'argent coulait à flot, au point qu'il aurait pu s'acheter une nouvelle Mercedes tous les mois. En 1961, il gagne réellement 20 fois son salaire en pourcentage de chiffre d'affaires. Il reçoit donc un énorme bonus. Il est devenu ridiculement riche grâce à la thalidomide. Qu'est-ce qu'un homme comme lui, avec un passé d'expérimentateur en temps de guerre, une forte personnalité, un revenu massif dépendant des ventes de thalidomide, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui lorsqu'il est confronté à des rapports faisant état de lésions nerveuses et d'autres effets secondaires? Et je ne suis pas surpris que Grünenthal ne se soit pas empressé d'enquêter, d'aller au fond des choses, de signaler des avertissements sur le médicament, de le retirer, de prendre toutes sortes de précautions. Ils n'ont rien fait de tout cela, ils se sont contentés de vendre davantage de médicaments. En Allemagne, où les pilules se vendent à raison de 15 millions par mois, 5 000 enfants ont été nés difformes. Morley Safer nous parle de Stolberg, en Allemagne. En novembre 1961, à seulement 480 km d'ici, à Hambourg, le docteur Wedekind Lenz, directeur de la génétique humaine à l'université de Hambourg, a constaté une augmentation stupéfiante du nombre de bébés difformes. Il en déduit que le Contergan ou la thalidomide en est la cause. Il est clair qu'il faudrait quelque chose ou quelqu'un d'extraordinaire pour obliger Grünenthal à retirer le médicament, ce qui ne s'est pas produit jusqu'à ce que les Lenz les contactent. Il a parlé à Heinrich Mückter et lui a dit « J'ai de très forts soupçons. J'ai 14 cas de malformation congénitale pour lesquels je pense que la thalidomide est la seule cause possible. Je pense que vous devriez retirer ce médicament. » Mückter n'a pas voulu le retirer. Au lieu de cela, Grünenthal a répondu à Lenz en envoyant des lettres rassurantes aux médecins allemands. Grünenthal a envoyé 66 000 lettres à des médecins allemands déclarant que leurs médicaments étaient sans danger. 66 000 lettres aux médecins allemands. Alors qu'on leur avait dit que leurs médicaments étaient probablement responsables d'une épidémie de malformations et de décès, ils disent aux médecins que leur médicament est sans danger. Et ce n'est que lorsque la presse s'en est emparée et qu'ils ont su que l'affaire allait être rendue publique qu'ils ont finalement fait marche arrière et accepté. Le 28 novembre 1961, un jour après que le scandale de la thalidomide ait fait la une des journaux en Allemagne de l'Ouest, Grünenthal a annoncé qu'il retirait le médicament du marché. Même si le médicament avait été retiré du marché seulement au printemps 1961, la moitié des bébés auraient été épargnés. Les handicaps de Nico von Glasow n'étaient pas si graves, mais dès son plus jeune âge, Nico a eu du mal à s'adapter à ses petits bras.
J'étais un enfant très timide. Je pleurais beaucoup. L'une des raisons est que je tombais souvent et que je ne pouvais pas me retenir avec mes bras. Je me cognais donc toujours la tête. Il était plus dangereux pour moi que pour les autres enfants de grimper à un arbre ou de faire du vélo. J'avais tout simplement peur. Mais à l'intérieur, j'étais plutôt joyeux, je crois. En Angleterre, Louise Mason n'a pas vu ses parents et ses 3 frères et sœurs pendant des mois. On me laissait seule la plupart du temps. Mes parents avaient d'autres enfants. On ne pouvait pas les laisser avec ma grand-mère parce que mon grand-père était malade. Alors ils ont arrêté de venir. Je rentrais chez moi 3 semaines par an, pour une semaine en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques. Chaque jour férié était l'occasion de retrouver ses frères et sœurs. Nous nous sommes beaucoup amusés. Quand j'étais enfant, nous nous amusions beaucoup. J'ai eu une très belle enfance. Je veux dire que lorsque Dieu m'a créé, il n'avait pas à l'esprit quelqu'un qui faisait de l'équilibrisme. Le handicap est donc apparu de temps en temps. Même lorsqu'il était enfant, il était complètement libre. Il n'avait aucune crainte. Pour lui, c'était naturel. Je ne me considère pas comme un handicapé. Disons que j'ai des bras courts et que cela peut être très ennuyeux de temps en temps. Mais je ne suis pas handicapé au point de me sentir inférieur, de penser que je ne peux pas faire certaines choses. À Yorkton, Saskatchewan, les parents d'Alvin Lowe ont décidé que le meilleur moyen d'aider leur fils sans bras à faire face à la vie était de transformer ses orteils en doigts. Pendant des heures, Alvin s'est venu confier des tâches manuelles à effectuer avec ses pieds. Il est vrai que le fait de ne pas avoir de bras n'est pas vraiment un handicap facile, c'est un handicap très compliqué. Et je mentirais si je ne disais pas que c'était beaucoup de travail, beaucoup de travail. Beaucoup de temps passé seul, très solitaire, très effrayé et très frustré. Mais je pense que c'est le caractère construit par mes parents, surtout par mes parents, qui m'a permis de ne pas penser que j'étais si différent. Il n'est pas facile de s'habiller, mais encore une fois, cela revient à la théorie de base de ma vie, à savoir, est-ce que quelqu'un s'occupe de moi ou est-ce que je dois m'occuper de moi-même? Mais plus que tout, je pense que c'est un état d'esprit, que, d'accord, il y a beaucoup de gens dans notre monde qui ont des problèmes bien plus importants que les miens, alors je dois faire un peu plus d'efforts pour m'habiller? Et alors? C'est au moment où j'ai commencé à utiliser mes orteils, mes pieds et mes jambes que j'ai cessé d'avoir un handicap. Aux États-Unis, il y aurait eu des milliers de bébés thalidomidés comme Alvin Lowe si cette femme n'avait pas agi. Frances Kelsey, médecin et pharmacologue d'origine canadienne, venait de rejoindre la Federal Drug Administration lorsqu'elle a reçu une demande d'autorisation de mise sur le marché américain de la thalidomide. Il s'agissait d'un médicament qui semblait ne pas poser problème, mais en même temps, on avait le sentiment que quelque chose dans les données, ou l'absence de données, était une source d'inquiétude. La demande provenait de Richardson Merrill, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques américaines. Connue il y a des années pour son produit phare, le Vicks Cough Drops. Kelsey était extraordinairement déterminée, courageuse, forte, résistante. Elle n'a cessé de rejeter la demande de Merrill. Elle n'a cessé de leur dire que les tests n'étaient pas suffisants pour soutenir leur demande, qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils n'ont jamais réussi à la convaincre que leur médicament était sûr et adapté à la vente. Merrill a fait monter la pression. Ils ont contacté la FDA 50 fois, ils se sont adressés à ses supérieurs dans son dos, ils se sont plaints d'elle par écrit. Ils l'ont menacée de poursuites pour diffamation. Ils ont poussé, poussé et poussé, et elle était déterminée. Elle est incroyablement coriace.
En août 1962, le président John Fitzgerald Kennedy a décerné la plus haute distinction civile qu'un Américain puisse recevoir au Dr Frances Kelsey. Kelsey a donc réellement sauvé les États-Unis d'une épidémie de thalidomide à la façon allemande. Et Merrill était prêt à passer à l'action. Merrill disposait de tonnes de médicaments aux États-Unis. Elle avait déjà distribué 2,5 millions de pilules aux médecins dans tout le pays. Elle disposait d'une force de vente formée aux multiples merveilles de la thalidomide et à toutes les fausses allégations sur son utilité et sa sécurité. Et si Kelsey leur avait donné le feu vert, les États-Unis auraient été inondés de ce médicament et il y aurait eu dans ce pays une épidémie de malformations congénitales rivalisant avec celle de l'Allemagne. Alors que le docteur Kelsey a déclaré « J'ai besoin d'en savoir plus, je veux en savoir plus, j'exige d'en savoir plus », le gouvernement canadien s'est contenté de l'approuver. Et je pense que cela n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'un pays industrialisé du premier monde comme le très civilisé Canada. La thalidomide a continué à être vendue au Canada pendant 4 mois après son retrait du marché allemand. La direction des aliments et des médicaments d'Ottawa n'a émis aucun avertissement au public pendant que le médicament restait sur les étagères des pharmacies. Le gouvernement canadien et sa Food and Drug Directorate auraient pu agir 4 mois plus tôt et il y a environ 30 Canadiens dont les mères ont pris le médicament après que la nouvelle ait été révélée en Allemagne et après que les laboratoires pharmaceutiques canadiens aient continué à vendre ce médicament alors qu'ils savaient qu'il était dangereux. Un jour, je rentre de la cour de récréation, ma mère me dit « Chérie, bonne nouvelle, tu vas avoir des bras !» Je veux dire, vous vous souvenez d'un jour comme ça, n'est-ce pas? Je pensais qu'on allait faire du shopping. Arms and Ross. Je ne sais pas. J'étais très confus. Il y avait des crochets en métal, en plastique et en bois. Je ne pouvais pas enlever mes chaussures. Je n'avais pas le droit d'utiliser mes pieds. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était bizarre? C'est donc devenu une vie intéressante. La moitié de ma vie consistait à être Alvin Lowe, l'enfant sans bras. L'autre moitié de ma vie a été cette terrible victime de la thalidomide. J'ai perdu le sens de qui j'étais. Si on me colle ses bras, je ne suis plus Alvin Lowe. Alvin Lowe n'a pas de bras, artificiel ou non. Et pourquoi en aurais-je besoin? Il n'y avait pas de bonne raison, pas une seule bonne raison de les utiliser. Pendant des années, je leur ai dit « Hé, ça ne sert à rien !» Et ils m'ont dit « Tais-toi !» C'était aussi direct que ça. Nous savons ce que nous faisons, pas vous. La plupart des thalidomidiens n'utilisent plus de membres artificiels aujourd'hui. Mais Aileen Cronin est une exception. Elle porte des jambes artificielles tous les jours pour se déplacer. Je suis née dépourvue de mes 2 jambes à partir des genoux. D'après ma mère, je me suis très vite adaptée à mes jambes. Quand on a des jambes artificielles, beaucoup de choses se passent mal. Vous devez mener votre vie, et lorsque vous avez une infection cutanée et que vous mettez votre jambe, que devez-vous faire? Moi, je mets la jambe et j'y vais. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire, mais c'est ce que je fais. En Australie, les membres artificiels s'avèrent inutiles et dangereux pour Lynette Rowe. Ses jambes étaient conçues pour que Lynn puisse marcher, mais elles étaient terriblement dangereuses car à chaque pas, elle devait se balancer d'un côté à l'autre. À la moindre petite chose se trouvant sur son chemin, elle tombait, tout droit. Lynette avait besoin des soins à plein temps de ses parents dévoués. Pendant des années, la routine nocturne de sa mère a toujours été la même. Je me lève la nuit, je la retourne et je lui donne une bassine. Et c'est en quelque sorte une chose constante. Je parle parfois à des jeunes mères et elles disent « Oh, j'ai dû me lever la nuit ». Je leur réponds « Cela fait 52 ans que je le fais ». Les Rose sont une famille extraordinaire et lorsque je me suis rendu là-bas pour la première fois pour rencontrer la famille, j'ai trouvé cela profondément émouvant. Lynn avait alors 47 et 48 ans. Ses parents s'étaient occupés d'elle en tant que principaux soignants pendant toute cette période.
Lynn est gravement blessée. Elle a un esprit remarquable, mais elle est blessée physiquement de façon catastrophique. Et la vie de ses parents a été bouleversée. En mars 1967, le propriétaire et 8 cadres de la société pharmaceutique allemande Grünenthal ont été accusés de négligence criminelle, de lésions corporelles avec préméditation et d'homicide involontaire. Parmi les accusés se trouvait Heinrich Mütter, le médecin nazi qui a fait fortune en inventant la thalidomide. Un historien allemand a examiné une courte liste de membres du personnel de Grünenthal datant du début des années 60 et a déclaré qu'il était absolument étonnant qu'une petite entreprise compte une telle concentration de criminels de guerre parmi son personnel, ce qui est inhabituel même selon les normes de l'Allemagne de l'après-guerre. Un autre cadre supérieur de Grünenthal était Otto Ambros, un criminel de guerre nazi connu sous le nom de chimiste du diable. Ambros a été condamné pour des crimes de guerre qu'il a commis à Auschwitz et a purgé 4 ans de prison. Mais après la guerre, le chimiste n'a pas manqué d'employeurs, notamment Dow Chemical, J. Peter Grace et le corps chimique de l'armée américaine, avant de devenir président du conseil d'administration de Grünenthal en 1971. Ainsi, dans les années 70, Grünenthal avait pour président de son conseil d'administration un homme condamné pour meurtre de masse et esclavage à Auschwitz. Cela paraît fou quand on le dit à voix haute. Un meurtrier de masse comme président du conseil d'administration. L'homme qui a engagé des criminels de guerre nazis comme Ambros et Mütter était le propriétaire de Grünenthal, Hermann Wirtz. Wirtz était membre du parti nazi local de sa ville natale avant la Seconde Guerre mondiale, un service pour lequel il a été largement récompensé par Adolf Hitler. Les entreprises de la famille Wirtz avaient en fait prospéré pendant les années de guerre parce qu'elles avaient obtenu un contrat de l'armée allemande pour la fourniture de savon et de détergents. Elles avaient été approvisionnées en travailleurs esclaves. Elles avaient en fait reçu sur un plateau 2 entreprises appartenant à des juifs ou contrôlées par des juifs. Joseph Neuberger était l'avocat personnel du propriétaire de Grünenthal, Hermann Wirtz. Mais en décembre 1966, Neuberger démissionne soudainement et devient ministre de la Justice dans la province où se trouve le procès. Le principal avocat de la défense de Grünenthal s'est retrouvé avec une responsabilité gouvernementale pour superviser la conduite du procès. Ce qui ne sent pas très bon. Un observateur allemand de l'époque a déclaré « Cela nous fait paraître pire qu'une république de bananes ». En dehors du procès, un accord secret a été conclu entre le propriétaire de Grünenthal, Hermann Wirtz, et le gouvernement provincial. L'accord secret n'a été révélé que lorsque le procès a été interrompu de façon spectaculaire après 2 ans et demi. En vertu de cet accord, une grande partie des preuves produites par l'accusation serait dissimulée au public. En échange de l'abandon de toutes accusations graves portées contre son propriétaire et ses cadres, l'entreprise a accepté de verser aux victimes des pensions de vie allant de 30 à 140 $ par mois, ainsi que de petits paiements ponctuels. Mais pour percevoir cet argent, les thalidomidiens devaient s'engager à ne plus intenter de procès à Grünenthal. Dans l'ensemble, le procès a donc été un triomphe glorieux, bien qu'improbable pour Grünenthal. Grünenthal s'est en effet relativement bien tiré d'affaire, compte tenu de l'ampleur et de la portée de la tragédie. Alors que le Canada célébrait bruyamment son 100e anniversaire en 1967, les familles touchées par la thalidomide souffraient en silence. Quelques parents se sont suicidés. D'autres sont devenus alcooliques et certains souffrent de graves problèmes psychiatriques. Les enfants de la thalidomide sont maintenant en âge d'aller à l'école, mais la question qui tourmente les autorités médicales et éducatives est de savoir quel type d'école ils devraient fréquenter. Certains experts recommandent des écoles pour handicapés, tandis que d'autres conseillent le système d'éducation ordinaire. À Yorkton, à Saskatchewan, les parents d'Alvin Lowe se sont heurtés à l'opposition de l'école primaire locale lorsqu'ils ont tenté de l'y inscrire. L'école nous dit « Attendez, il n'a pas de bras, il ne peut pas aller dans cette école. L'intégration n'existe pas chez nous. » Les parents se disent « C'est quoi l'intégration ? C'est un enfant, il doit aller à l'école, il doit apprendre, il doit être éduqué. Il sait écrire, il sait lire, qu'est-ce qu'il faut de plus ?» L'école accepte finalement d'accueillir Alvin, mais peu de temps après, il se heurte à une réaction que ses professeurs attendaient et redoutaient.
Je suis rentré à la maison et j'étais très contrarié parce que quelqu'un m'avait traité d'infirme. Et je n'avais jamais entendu ce mot auparavant. Il n'avait jamais été utilisé dans cette maison ni dans ce quartier. Mais je suis allé à l'école et il y avait de nouveaux enfants. Quelqu'un m'a traité d'infirme. Alors j'ai dû courir à la maison et j'étais un peu effrayé. Maman m'a calmé et c'est là que je me souviens avoir entendu pour la première fois ces mots. Certaines personnes naissent avec des cheveux noirs, d'autres avec des cheveux blonds, et toi tu es né sans bras. Comparé à ceux d'Alvin, les handicaps de Moni Eisenberg sont relativement mineurs. Elle est née avec son bras court, mais sa mère était déterminée à le cacher à la vue de tous lorsqu'elle était enfant. Ce n'est que des années plus tard que Moni a compris pourquoi. Elle avait l'habitude de coudre des pochons et des manteaux pour moi. Elle était couturière, afin que les gens ne voient pas mon handicap. Elle faisait cela pour me protéger, parce qu'elle avait peur que les gens s'approchent de moi et me fassent du mal. La mère de Moni ne pouvait pas oublier que les premières victimes qu'Adolf Hitler et les nazis ont rassemblées pour les exterminer étaient des enfants handicapés. Elle a vécu près de l'hôpital d'Admar, l'un des sites d'extermination. Admar était en fait un hôpital pour les personnes souffrant de maladies mentales, et Admar a reçu une chambre à gaz. Le meurtre de milliers de personnes handicapées a été planifié et exécuté dans ces lieux. Ces personnes, principalement des enfants, étaient transportées dans des bus de couleur grise. Les parents étaient informés à l'avance que leurs enfants seraient emmenés dans un hôpital spécial. Ils y auraient une bonne vie. Les parents n'ont jamais su ce qui s'était réellement passé. Ce sont les hôpitaux où l'on emmenait ces personnes handicapées pour les assassiner qui ont été les véritables bancs d'essai de l'Holocauste. C'est dans un hôpital que les premières chambres à gaz ont été utilisées pour tuer des gens en masse. Si j'étais née sous le Troisième Reich, on m'aurait emmenée dans un endroit comme Admar. Et c'est là qu'ils m'auraient tuée. Le personnel médical de ces établissements était très enthousiaste et j'ai vu un rapport de l'hôpital Admar où le chef de ce programme a organisé une fête pour tout le personnel lorsqu'ils ont tué leur 10 millième victime. En Angleterre, 197 familles d'enfants victimes de la thalidomide ont intenté un procès à Distillers, la société britannique qui avait distribué le médicament. Distillers a fait une offre d'indemnisation ridiculeusement basse et a prévenu que l'argent ne serait versé que si tous les parents acceptaient l'accord à vie. 5 familles ont refusé l'offre. Elles étaient dirigées par David Manson, riche marchand d'art londonien et père de Louise. J'ai alors subi une énorme pression. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai été surveillé par la police pendant un certain temps. J'ai reçu des appels téléphoniques anonymes. J'ai reçu des lettres anonymes. J'ai reçu des menaces de la part des parents. L'opposition très médiatisée de son père à l'indemnisation a créé des problèmes pour Louise dans son établissement de soins. Jusque-là, j'étais un peu comme un membre de la foule. Mais après cela, on s'est moqué de moi. C'est à ce moment-là que j'ai senti que j'étais seule au milieu de tous. Louise a échappé à l'hostilité de l'institution lorsque son père l'a emmenée participer à des événements publicitaires pour sa campagne. J'ai servi de modèle non seulement parce que j'étais sa fille, mais aussi parce que je présentais les extrêmes du handicap et que visuellement j'avais beaucoup d'impact. La campagne de David Mason a permis de multiplier par 6 l'offre initiale de l'entreprise pharmaceutique aux parents. Personnellement, j'ai payé le prix fort. Mais si je n'avais pas payé ce prix, les thalidomidiens n'auraient pas été indemnisés au moment où ils l'ont été. Je pense donc que cela en valait la peine. Les thalidomidiens étaient en train de devenir des adolescents et à Winnipeg, Paul Murphy vivait une adolescence difficile. Il est allé au lycée avec d'autres enfants et bien sûr, il a eu des problèmes parce qu'il a été rejeté. Il s'est fait quelques amis, mais pas beaucoup. Je pense que tout le monde a rencontré ce genre de problème et on vous dit simplement non, je ne veux pas venir avec vous à cause de votre situation.
Ce n'est pas drôle, ce n'est pas agréable, personne n'aime être rejeté de la sorte. Mais il y a des moments très frustrants et quiconque dit qu'il ne s'est jamais senti presque autodestructeur et sans envie, mon Dieu, ce serait beaucoup plus facile si je ne l'étais pas. J'ai connu ces moments difficiles et, heureusement, j'ai pu m'en sortir. Alvin Law était épanoui à l'école et à l'adolescence, il semblait s'intégrer parfaitement. Pour ce qui est de l'école, je pense que le plus important est d'être accepté par les gens. Si vous n'êtes pas accepté, vous ne valez rien. C'était une question d'acceptation. Et j'ai demandé à 2 ou 3 filles de sortir avec moi, ce à quoi j'ai entendu « Tu plaisantes ?» Je voulais sortir avec quelqu'un, comme n'importe quel jeune de 16 ans. Mais je n'ai pas eu cette chance. Et bien sûr, je blâmais les filles. Et peut-être que c'était en partie elles, mais je sais que c'était surtout moi. Je pensais que j'allais devoir devenir une nonne. Je ne pensais pas que j'allais avoir des rendez-vous galants. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu un très bon parcours au lycée. Je me suis beaucoup amusée, j'avais beaucoup d'amis. Je me suis vraiment amusée. Si vous êtes comme moi et mes amis, vous pouvez vous promener en voiture, vous cherchez des piscines et vous allez vous baigner complètement nus. C'est ce que nous faisions pour nous divertir. Je n'ai jamais eu de problème avec les filles. J'ai toujours pu avoir des filles très gentilles, belles, intelligentes. Mais je ne pouvais pas avoir la blonde stupide. Et je voulais la blonde stupide pour un coup d'un soir. Mais je n'y suis jamais parvenu. Elle portait des lunettes et je ne l'ai pas remarqué. J'ai trouvé ma femme actuelle quand elle avait 16 ans. Et peut-être que vous appelez ça un manque d'opportunité, mais je suis toujours avec elle. Elle était blonde et pas stupide. Pour la plupart des thalidomidiens, rendre le volant d'une voiture, c'est accéder à l'indépendance et la liberté. Louise Manson était déterminée à conduire, même s'il lui était difficile de s'installer au volant et de boucler sa ceinture de sécurité. Mon moniteur d'auto-école n'a jamais enseigné à une personne handicapée, et encore moins à quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes. Mais l'examen que nous avons passé était exactement le même que celui des autres. Il n'y avait aucune différence. C'était tellement naturel, parce que j'avais conduit des fauteuils roulants électriques pendant la plus grande partie de ma vie. Et monter dans une voiture n'avait rien d'autre que l'air d'un fauteuil roulant plus grand. Vraiment. Mes parents étaient les personnes les plus pragmatiques que j'ai jamais rencontrées. Quand il a fallu apprendre à conduire, c'était tout simplement pratique. De cette façon, vous pouvez vous déplacer seul et vous n'avez pas à dépendre des gens pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas à vous soucier de prendre un bus ou un taxi. Il s'agissait vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, j'adore conduire. C'est l'une des choses que j'aime le plus au monde. La plupart des gens ne prennent pas en compte le pouvoir de leur esprit. Mon esprit est un outil très puissant et il interjette toutes sortes de choses dans mon système, de sorte que mes pieds sont littéralement mes mains. Alors lorsqu'il s'agit de conduire, je prends la chose très au sérieux. Pourquoi ne puis-je pas conduire avec un pied sur le volant? Quelle est l'excuse des gens? Ils ont leurs 2 mains et leurs 2 pieds, et pourtant ils conduisent comme des merdes. Cela n'a aucun sens pour moi. En Allemagne, Nico von Glasow a su dès son plus jeune âge qu'il devait choisir un métier qui ne nécessiterait pas l'utilisation de ses bras déformés. À l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai commencé à faire des films Super 8 et à prendre des photos. J'ai vite compris que je ne serais jamais chef d'orchestre, peintre ou danseur.
Je ne sais pas chanter, alors je suis devenu réalisateur, parce que je ne sais rien faire d'autre. Pour poursuivre son rêve, Nico a fréquenté de prestigieuses écoles de cinéma et a fait son apprentissage auprès du légendaire réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, avant de réaliser un certain nombre de longs métrages à succès. Mais il y a un travail qu'il désirait ardemment, réaliser un grand film sur la thalidomide. Et le directeur de la télévision allemande m'a dit non, vous ne pouvez pas avoir le poste, mais vous pouvez faire un documentaire sur la thalidomide. C'était à Cannes, et je lui ai crié dessus. J'ai utilisé le mot qui commence par P très fort et très souvent, parce que je lui ai dit « je postule pour le travail, vous payez bien ». Et pas un pff de réalisateur de documentaire qui n'est pas payé, c'est ça? Et c'était tellement typique. Vous donnez aux gars handicapés le travail secondaire. Ouais. Je suis rentré à la maison et ma femme m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai dit « Ils veulent que je fasse un film sur la thalidomide. » Et qu'est-ce que je sais de la thalidomide? Ah oui? Elle m'a regardé et m'a dit « Nico, il est temps de regarder le diable droit dans les yeux. » Moni Eisenberg a été élevée par une mère pauvre et seule suite à la mort de son père dans un accident d'alpinisme, lorsqu'elle avait 9 ans. À l'adolescence, Moni est devenue une militante contre Grünenthal. Si Grünenthal, en tant qu'entreprise, peut agir comme elle l'a fait dans le cas de Contergan, il n'y a vraiment pas de frontière entre le bien et le mal. Au cours des 40 années suivantes, Moni a participé à des manifestations et à des grèves de la faim contre l'entreprise pharmaceutique. Mais il y a une tragédie qui s'est produite régulièrement au fil des ans et qui a amené Moni aux portes de l'usine Grünenthal. C'est un endroit où ils ont répandu tout ce poison dans le monde et affecté tant de personnes et tant de familles. Je tremble toujours un peu à l'intérieur parce que cela me touche profondément. J'ai apporté des lettres et des bougies au Grünenthal chaque fois que j'ai appris que l'un d'entre nous, les survivants, était mort. Nous devons nous souvenir de tous ces gens, de toutes ces victimes de Grünenthal, et nous rappeler que nous sommes toujours là. Ce que les thalidomidiens ignoraient, c'était que le médicament était toujours en circulation. Bien que Grünenthal ait cessé de produire le médicament, la thalidomide a fait son retour au milieu des années 60, lorsque d'autres fournisseurs ont commencé à la fabriquer en Inde et dans certains pays d'Amérique du Sud, où elle était devenue le médicament de choix pour le traitement de la lèpre. En 1972 et 1973, soit 12 ans après le retrait du médicament, il a été signalé qu'il était utilisé dans 62 centres de traitement de la lèpre dans le monde et qu'il était manifestement utilisé à grande échelle. L'un des principaux pays à l'utiliser pour cette application a été le Brésil. Et en 2003, un millier de bébés thalidomidiens étaient probablement nés au Brésil au cours de cette période. Il est impossible de contrôler cette drogue euphorisante et addictive, largement disponible en Amérique latine. Alvin Law s'est retrouvé sous les projecteurs lorsqu'il est devenu le porte-parole de sa province pour les enfants handicapés. Au fil des ans, Alvin a participé à des télétons dans tout le pays. Je ne suis pas meilleur que les autres handicapés, parce que je ne suis pas un handicapé. C'est là que les gens se trompent. Ils regardent Alvin Law et se disent « Mon Dieu, c'est formidable, comme il peut faire des choses avec ses pieds. » Je suppose que si vous regardez vos pieds, c'est formidable. Mais ce sont mes pieds, ce sont mes mains aussi, et je le fais depuis toujours. Ce ne sont pas des pieds extraordinaires, c'est la seule chose que j'ai. Alors quand je prends une tasse et que je bois un verre, vous savez, waouh, quelle émotion!
Ce n'est pas ça, c'est la façon dont je fais les choses. La vie n'a pas été aussi agréable pour une autre enfant victime de la thalidomide. Louise Mason a continué à subir les intimidations des autres enfants de son établissement pour handicapés. Mais un jour, à l'âge de 13 ans, elle a été violée par un autre élève. Louise a demandé de l'aide à une infirmière. Je tremblais, je pleurais. Ils ont enlevé mes sous-vêtements et ont vu du sang. Et j'ai essayé de leur expliquer ce que s'était passé. Ils n'ont rien fait. N'ont rien fait du tout. Louise a enduré 5 autres années de peur et de solitude avant de quitter l'institution. Comme toute jeune fille de 18 ans, Louise a immédiatement commencé à profiter de la liberté et des joies de la vie universitaire. J'allais à des fêtes juste pour me donner la peine d'y aller. J'étais complètement crevée, mais j'y allais quand même parce que c'était quelque chose que je n'aurais pas dû faire ou que je n'avais pas le droit de faire. J'allais régulièrement au pub, je buvais beaucoup de bière. J'ai eu des problèmes. On n'était pas censé avoir des garçons dans sa chambre, mais j'en avais. Mais je peux dire que je suis devenue vice-présidente de l'association des étudiants et que j'ai été très respectée. Contrairement à Louise Mason, qui voyait rarement sa mère pendant son enfance, Jan Schulte-Hillen a noué un lien étroit avec sa mère dès la naissance. Le soutien et les encouragements sans faille de cette dernière ont été déterminants dans son choix de carrière. Elle n'a jamais perdu espoir. Elle disait que tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie, vous allez l'accomplir. Je n'ai absolument aucun doute. Et quand j'ai eu l'idée de devenir médecin, tout le monde m'a dit que ce n'était pas une bonne idée et que tu ne pouvais pas faire ça, que tu aurais de graves problèmes. Elle m'a dit, « Mon fils, fais ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux faire, tu y arriveras. » Jan est aujourd'hui médecin urgentiste en Suisse. Je ne considère pas mon état comme un problème majeur. Je ne suis pas un thalidomidien en premier lieu. En premier lieu, je suis un homme. J'essaie d'être un bon médecin, j'essaie d'être un bon mari. Je suis un père, je suis un amant, et j'ai des bras courts. Et c'est tout. Et si les gens ont du mal à m'accepter ou à interagir avec moi parce que j'ai des bras courts, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Au Canada, la plupart des victimes de la thalidomide n'ont pas reçu un centime d'indemnisation pour leurs blessures. Pendant 25 ans, le gouvernement canadien n'a pas tenu sa promesse de s'occuper des victimes de la thalidomide. C'est pourquoi les amputés de guerre du Canada les ont fait venir à Ottawa en 1987. Contrairement à leurs homologues allemands et anglais, les victimes canadiennes avaient passé 25 ans séparées les unes des autres. C'est assez intéressant, après 25 ans, de s'asseoir avec un groupe de personnes avec lesquelles on a des liens familiaux et de commencer à découvrir exactement ce que font les autres. L'Association canadienne des victimes de la thalidomide a été créée par Paul Murphy, qui a été élu vice-président, et Alvin Lowe, secrétaire de séance. Après des années d'attente, de souffrance et de lutte pour obtenir une indemnisation, les victimes canadiennes de la thalidomide reçoivent enfin l'aide dont elles ont besoin de la part du gouvernement fédéral. Hier, le ministre de la Santé a déclaré que les survivants de la thalidomide recevraient des pensions à vie. Les particuliers peuvent désormais envisager leur avenir avec sérénité. Ils savent qu'ils disposent d'une somme d'argent qui leur est versée chaque année et qui peut les soutenir et les aider. Alvin Lowe est un conférencier motivateur qui a influencé des publics en Amérique du Nord et en Australie avec son message d'espoir, notamment auprès de plus de 2 millions de jeunes qui l'ont écouté. La prise de parole est la meilleure chose que je puisse décider de faire. Vous aidez les enfants et ils ont besoin que quelqu'un vienne leur dire que tout va bien se passer. Mais j'éprouve une joie immense à le faire. Il n'y a rien dans ma vie qui me rende plus heureux que de parler aux enfants. Rien. Et la prochaine fois que vous serez prêt à abandonner, à démissionner ou à tout laisser tomber, si cela peut vous aider ne serait-ce qu'un peu, souvenez-vous de ce type à l'allure maladroite qui jouait de la batterie avec ses pieds. Mais n'oubliez pas les mots que j'utilise tous les jours. Il n'y a pas de mots tels que « ne pas pouvoir ». Merci et à bientôt.
Combien de personnes peuvent dire qu'elles peuvent s'adresser à un groupe pendant 1 heure et le voir changer, réfléchir, penser à ce qu'elles viennent de vivre? Alvin parcourt plus de 100 000 km par an en solitaire. Mais après 30 ans sur la route, son corps commence à s'user. Ça fait des ravages, vous savez, de devoir supporter ce genre de choses. Je veux dire, vous savez, mon corps ne durera peut-être pas aussi longtemps que les corps normaux à cause de ce que je lui fais subir. Même si je donne l'impression que c'est facile, je fais subir beaucoup de choses à mon corps. J'ai mal au dos parce que j'ai porté mes bagages et j'ai des cicatrices dans l'épaule parce que j'ai porté une mallette pendant 35 ans. Il n'y a pas vraiment d'épaule ici, alors ce que je porte, je ne devrais pas le faire. J'aurais dû avoir un Sherpa ou quelque chose comme ça. Comment un homme sans bras peut-il se débrouiller seul sur la route? Je peux porter mes bagages avec des sangles, je vais à l'hôtel tout seul, je loue des voitures. Pourquoi est-ce que je loue des voitures? C'est tout simplement la façon dont je préfère fonctionner. Je n'aime pas les taxis parce que bizarrement, ils ne s'arrêtent pas quand vous avancez. Et je suis toujours en train de me promener, d'aller dans des aéroports, de m'enregistrer dans des hôtels, de manger de la mauvaise nourriture, de conduire partout au milieu de nulle part, d'être impliqué dans des blizzards et de jurer contre ma femme pour m'avoir encore mis dans une situation de vie ou de mort et de ne pas penser que je suis assez bien payé. Je peux me mettre en colère, mais à la fin de la journée, elle dit aussi cette phrase, une phrase merveilleuse. « Chérie, si tu en as assez de voyager, je suis sûr qu'il y a une cabine avec ton nom écrit dessus dans un bureau sans fenêtre, quelque part au milieu de nulle part pour un travail banal que tu détesteras en 5 minutes. » Et puis elle s'en va. En Allemagne, Nico von Glasow a dû surmonter l'aversion qu'il avait toujours éprouvée pour les autres thalidomidiens lorsqu'il a décidé de réaliser un documentaire dans lequel lui et 11 autres victimes poseraient nus pour un calendrier. J'ai d'abord fréquenté une école pour handicapés et à partir de ce moment-là, je n'ai plus voulu avoir affaire aux thalidomidiens. Et puis, parce que j'ai fait ce film, Nobody's Perfect, j'ai été en quelque sorte forcé de les rencontrer à nouveau. Et j'ai détesté faire ce film. Je ne voulais pas me regarder. Nobody's Perfect a tout changé. Il a changé la façon dont je me regarde. Il a complètement changé le mouvement des thalidomidiens. Parce que pour la première fois, ce n'étaient pas des avocats, ni quelqu'un d'autre, ni des médecins qui se battaient pour nous. Nous nous battions vraiment beaucoup. Je pense que pour moi, pour nous, en tant que thalidomidiens, mais aussi pour le public, quelque chose a changé. L'énergie a changé. Nico von Glasow, Palladio-Film für Nobody's Perfect. En 2008, Nico a reçu l'équivalent allemand d'un Oscar pour son documentaire sur la thalidomide. Il y a une famille portant le nom de Wirtz, une des familles les plus riches d'Allemagne, des milliardaires. Et ils ont gagné beaucoup d'argent avec Contergan. Pourquoi ne nous donnent-ils pas une partie de cet argent? Pourquoi? Mais je n'ai toujours pas reçu l'argent. À l'université, Eileen Cronin est tombée amoureuse d'Andy, un étudiant diplômé en économie. J'étais amoureuse, certainement au premier regard, même si j'avais déjà un petit ami. J'ai tout de suite été attiré par elle, par sa vivacité, son intelligence et son esprit. Nous avons emménagé ensemble et je suis tombée enceinte très rapidement. Toute ma vie, j'ai eu peur d'avoir un enfant parce que je n'étais pas sûre que ma mère avait pris de la thalidomide. J'étais en quelque sorte paniquée. J'ai commencé à me dire « Oh mon Dieu, je vais avoir un bébé. Je ne sais même pas si je peux avoir un bébé. Je ne sais pas si le bébé aura des jambes, s'il n'en aura pas ou autre chose. » Mais aussi, littéralement, je ne savais pas comment j'allais porter un bébé dans mon corps.
Ils ont donc fait l'échographie. L'échographiste a tout de suite fait un zoom, a trouvé un pied, un autre pied, l'a agrandi, a pris une photo et a écrit pied. Puis autre pied, main, doigt. J'ai pleuré, tous les internes ont commencé à applaudir. Nous savions qu'elle s'en sortirait. Anya et Eileen sont les meilleures amies du monde. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Anya a choisi de devenir danseuse de ballet, car c'est ce que sa mère voulait faire lorsqu'elle était très jeune. Tu es si belle, Anya. Lorsque sa première femme, Sandy, est tombée enceinte, Alvin Lowe a été terrifié par ce que l'avenir lui réserve. Quand je l'ai vue sortir de là avec 2 bras et 2 mains, et 5 petits doigts à chaque main, je ne me suis pas du tout soucié de savoir de quel genre de personne il s'agissait. Je ne me suis pas soucié de savoir si c'était une femme, un homme ou une personne. Cela n'avait aucune importance. C'était juste un sentiment extraordinaire. C'était mon fils. Je me suis beaucoup inquiété de savoir comment j'allais jouer au ballon avec lui et comment j'allais lui apprendre à jouer au golf, puis à jouer au frisbee et à le lancer. Je veux dire, toutes ces choses que vous voulez qu'un de vos enfants fasse. Il n'est pas nécessaire d'avoir des bras pour être père. Vous n'avez pas besoin de bras pour l'aimer. Vous n'avez pas besoin de bras pour être là. Vous n'avez pas besoin de bras pour l'écouter. Vous n'avez pas besoin de bras pour être un père. Et malheureusement, trop de pères qui ont des bras ne s'en rendent pas compte. Ne l'oubliez jamais. C'est vrai. Il suffit d'être là pour lui. Ça m'a surpris. Les larmes, je ne sais pas. Je ne suis pas triste. Je suis juste... Waouh. Il est grand maintenant. Il était petit à l'époque. Ce petit garçon me manque parfois. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est une personne normale. Il a une personnalité normale. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste le connaître et ne pas se contenter de le juger sur son apparence. Ce qu'il apporte et ce qu'il donne est bien plus important que tout ce que les bras pourraient apporter, vous savez. Il donne de bons conseils paternels, c'est un excellent modèle, c'est une personne formidable. Et c'est tout ce qu'on peut lui demander. Mon handicap n'est pas la chose la plus importante qui me soit arrivée. Mes enfants sont la chose la plus importante qui me soit arrivée. Qui a été le plus important dans ma vie, c'est quelque chose d'agréable, pas quelque chose qui a mal tourné. Je ne pense pas que je ne m'en sois jamais consciemment rendu compte. Il n'y a pas eu un moment où j'ai pensé consciemment que mon père était handicapé. Cela ne m'a jamais vraiment posé de problème. Pour eux, c'était la même chose que pour Kiki ou pour moi. Lorsque vous êtes avec moi pendant plus de quelques heures, vous oubliez tout simplement. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne puisse pas faire avec moi. Donc à part peut-être jouer au rugby, il n'y a pas grand-chose que je ne puisse pas faire avec lui et que je ne pourrais pas faire autrement. C'est un très bon père et il a un très fort caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien d'être riche. J'y travaille. Je m'enrichis de minute en minute. De plus en plus. Pourquoi pas? C'est bien. Je viens de m'acheter un château. Le château de Nico est une demeure du XVe siècle, située en Toscane et comprenant 108 pièces, dont 18 chambres. Je suis très doué avec l'argent. J'ai investi au bon moment dans Apple et j'en suis sorti au bon moment. Nico utilise une grande partie de son argent pour financer des œuvres caritatives en Asie, notamment un orphelinat aux Philippines et une école de cinéma au Tibet. Les riches ont donc tendance à être des salauds avares.
Je ne veux pas être l'un d'entre eux. Louise Mason est une mère célibataire depuis 10 ans lorsqu'elle a reçu une carte de Noël d'un ancien petit ami. J'avais entendu dire que Louise n'allait pas très bien. Je lui ai envoyé une carte de Noël et je suis venu la saluer. Il m'a embrassée pour me dire au revoir et les papillons étaient là. Je flottais sur un nuage. Et il a dit à sa femme qu'il partait. Elle l'a aidé à préparer la voiture, puis il est venu s'installer ici. Nous sommes ensemble depuis. Les thalidomidiens se comprennent entre eux. C'est vraiment bizarre. Louise peut hocher la tête sur quelque chose et vous ne savez pas de quoi elle parle. Mais moi, je sais tout de suite ce qu'elle veut dire. C'est juste un hochement de tête ou une façon de faire que l'on retient. Les thalidomidiens s'inspirent les uns les autres. C'est comme si nous avions un sixième sens. C'est vraiment, vraiment fascinant de voir comment nous communiquons les uns avec les autres sans même parler. Je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre, pour être honnête. Je me souviens avoir pensé, 28 ans, divorcé, j'ai un enfant, je perds la tête, je prends du ventre, je n'ai plus de bras, ça fait beaucoup. Et puis je me suis dit, je dois changer ça. C'est ainsi qu'Alvin s'est présenté à sa future femme Darlene, qui était assise dans le public un jour. C'est lors de cette conférence que je l'ai entendu pour la première fois. Et croyez-le ou non, cela peut paraître banal, mais cet événement a changé ma vie. Et sur le point de prendre une décision finale concernant un mariage peu satisfaisant. Je me suis dit qu'il avait raison, que la vie était trop courte, que je devais prendre mes propres décisions. Je veux dire que quiconque la voit pour la première fois ne peut pas manquer son sourire et fondre. Et j'ai fondu. J'ai des amis qui me disent que le jour de mon mariage, j'ai souri plus que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie et que ce sourire est resté collé pendant des jours. C'était le début de la joie. Et ça s'est terminé par l'anneau que j'ai passé à ce doigt. Et il est toujours là aujourd'hui. On ne peut même pas le décrire. C'est comme si toutes ces années d'angoisse et de frustration avaient fondu en 5 minutes. Est-ce que tu l'aimes encore? Bien sûr, on s'habitue à lui. Elle a dépassé sa date de péremption, donc elle n'a pas le choix. Elle doit rester avec moi maintenant. Il n'y a pas d'autre option. Je laisse la vie faire son chemin maintenant. Nous avons connu des hauts et des bas, des temps forts et beaucoup de moments difficiles, comme n'importe qui d'autre. Mais nous ne cessons de nous améliorer. Je sais que ça fait cliché, mais c'est de plus en plus facile, de plus en plus beau, de plus en plus amusant. On m'en attribue beaucoup le mérite, mais je n'y suis pas arrivé tout seul. J'ai d'abord eu mes parents, puis mes professeurs, et enfin elle. Et ces 3 éléments de ma vie ont été... Ils ont vraiment été le carburant de ce qui me motive. J'ai rencontré Paul sur Internet et j'ai reçu un message d'un homme qui avait une photo plutôt mignonne. Nous avons commencé à échanger des mails. Je suis venue lui rendre visite et j'ai déménagé. Je suis rapidement tombée amoureuse. Je n'ai jamais remarqué son handicap parce que c'est Paul qui m'intéressait. La personne qu'il est et son handicap n'avaient pas d'importance pour moi. Je dis toujours que c'est la personne la moins handicapée que je connaisse. Les mots qui me guident sont « Il y a toujours une solution ». Par-dessus, par-dessous, autour ou à travers. En 1998, l'Association canadienne des victimes de la thalidomide a été confrontée à un choix déchirant. Une petite société pharmaceutique américaine, Celgene, voulait mettre la thalidomide sur le marché comme traitement de la lèpre et du cancer. Mais elle avait besoin de l'approbation de la Federal Drug Administration à Washington. Celgene a cherché à obtenir le soutien des thalidomidiens canadiens pour sa demande. Si la thalidomide peut améliorer la vie d'un enfant atteint d'un cancer,
Alors, produisons-la. Donnons-la à ces enfants et améliorons leur vie. Et si c'est à cause du prix que nous avons dû payer, tant mieux. Peut-être que nous pourrons nous consoler en sachant que tout cela n'a pas été inutile. En juillet 1998, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé un médicament à la base de thalidomide, mais a imposé des règles d'utilisation les plus strictes de l'histoire. Officiellement, Celgene a obtenu de la FDA l'autorisation d'utiliser la thalidomide pour traiter les lépreux, un marché américain minuscule. Et la société pharmaceutique a rapidement commencé à se concentrer sur le traitement du myélome multiple, un cancer des cellules sanguines, et a obtenu l'autorisation de l'utiliser en 2006. Aujourd'hui, Celgene domine le marché du traitement médicamenteux du myélome multiple en Amérique du Nord et dans de nombreux pays de l'Union européenne, vendant son dérivé de thalidomide pour environ $10 000 par mois, soit $333 par pilule. Plus récemment, en 2013, une équipe de scientifiques a réalisé une étude majeure en examinant plus de 70 études. Leur conclusion était que tout bénéfice de la thalidomide était très marginal et que les risques étaient très élevés. En Australie, Grünenthal et Diageo, la société britannique qui a racheté Distillers, ont été co-défendus dans une action collective de plusieurs millions de dollars centrée sur l'affaire Lynette Rowe. Lynette Rowe, une femme de Melbourne, poursuit le fabricant du médicament, Grünenthal. L'entreprise souhaitait que l'affaire soit entendue en Allemagne, où elle n'a jamais été poursuivie avec succès, mais la Cour suprême de Victoria a rejeté cette demande aujourd'hui. Il s'agissait d'une demande de la société qui a fabriqué la thalidomide, le pire médicament de l'histoire de la médecine, pour qu'une femme sans bras ni jambes, qui n'a pas d'argent et ne parle pas allemand, soit obligée, si elle veut faire valoir ses droits devant les tribunaux, de s'installer en Allemagne pendant les 5 prochaines années. Nous avions Diageo et Grünenthal comme défendeurs. Grünenthal avait cette attitude de ne jamais céder, de ne jamais admettre quoi que ce soit, de ne jamais concéder, de se battre jusqu'au bout. Distillers ou Diageo ont adopté une approche beaucoup plus compatissante, raisonnable, dirions-nous, c'est-à-dire qu'une fois convaincus de la solidité de la plainte, ils ont conclu un accord avec Lynn. Grünenthal n'a pas payé un centime. Nous avons dû nous lever et faire face chaque jour à l'incroyable préjudice que la drogue Grünenthal a causé à Lynn et à notre famille. Le montant du règlement s'élevait à plusieurs millions de dollars. Mais il était suffisant pour permettre à Lynn de bénéficier de soins de première classe pour le reste de sa vie. Cela a vraiment transformé la vie des Rose de façon spectaculaire. Grünenthal a refusé de payer 1 centime sur le dédommagement de plusieurs millions de dollars, mais a organisé 2 mois plus tard une conférence de presse pour présenter ses excuses aux victimes pour la première fois en 50 ans. Nous nous excusons de ne pas avoir trouvé, pendant 50 ans, le chemin vers vous, de personne à personne. Au lieu de cela, nous sommes restés silencieux et nous en sommes vraiment désolés. Ils se sont excusés pour des conneries comme le fait qu'ils ne nous aient pas tendu la main ou une autre foutaise, ouais. Ils ne se sont jamais excusés pour la souffrance qu'ils ont causée. Et ils n'ont pas payé pour ça. Vous savez, pour leurs erreurs. Il n'y a pas eu d'excuses. Les excuses viennent du cœur, leurs excuses sont venues de leurs avocats. Nous vous invitons à considérer notre mutisme de plusieurs années comme un état de choc silencieux que votre sort nous a fait subir. Notre famille n'aurait pas pu rester en état de choc silencieux. Nous avons dû nous lever et faire face chaque jour à l'incroyable préjudice que la drogue Grünenthal a causé, à Lynn et à notre famille. Grünenthal est toujours une entreprise privée. La famille Wirtz en est propriétaire aujourd'hui comme elle l'était en 1960. Elle n'a pas d'actionnaire qui exige des rendements. La fortune personnelle de la famille Wirtz a été diversement estimée entre 2 et 3 milliards d'euros. Le fait de délier les cordons de la bourse et de se montrer plus généreux à l'égard des survivants ne conduirait pas cette famille à l'indigence, à la faillite ou à la pauvreté. Je ne veux pas seulement l'argent, je veux la vengeance. Je veux me venger. Ils ont tué 5000 enfants. Ils ont rendu la vie de 5000 autres enfants misérables. Ils ont rendu la vie de 10 000 parents horribles. Ils sont responsables et doivent payer pour ça.
Grunenthal ne fabrique plus de thalidomide et continue de refuser toute indemnisation à la plupart des thalidomidiens en dehors de l'Allemagne. Aucun survivant n'estime avoir reçu d'excuses acceptables. Grunenthal a refusé d'être interviewé pour ce film. Aujourd'hui, Celgene continue de prospérer grâce à la vente de ses médicaments dérivés de la thalidomide pour traiter le méléome multiple. Avant d'obtenir l'autorisation de remettre sa version du médicament sur le marché en 1998, la société pharmaceutique américaine est évaluée à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, la valeur de Celgene a grimpé à 100 milliards de dollars. Le médicament original de la thalidomide est facile et bon marché à fabriquer et continue d'être produit ainsi que distribué par plusieurs sociétés pharmaceutiques et gouvernements pour traiter la lèpre. Malheureusement, il est surtout utilisé dans des pays qui souvent n'appliquent pas de contrôle et de réglementation rigoureuses. Par conséquent, les bébés victimes de la thalidomide continuent de naître. Les thalidomidiens du monde entier sont encouragés par le succès de l'affaire Lynette Rowe. Ont doublé d'efforts pour obtenir une indemnisation alors qu'ils luttent contre les effets secondaires persistants de la thalidomide. Jan Schulte-Hillen travaille comme médecin urgentiste et comme consultant médical pour les survivants allemands de la thalidomide. Moni Eisenberg est une travailleuse sociale et une activiste qui poursuit son combat contre Grunenthal. Louise Manson a subi une greffe de rein et doit maintenant prendre des doses massives de médicaments pour survivre. Elle et son mari sont des militants du mouvement contre la thalidomide. Lynette Rowe continue à être prise en charge à temps plein par ses parents, mais elle bénéficie également de l'aide d'une personne de confiance, fournie par son assurance santé. Le dernier film de Nico von Glasow, Shoot Me, Kiss Me, Cut, est un documentaire pour lequel il a été peu rémunéré. Paul Murphy est propriétaire d'un cabinet de conseil prospère qu'il dirige avec sa femme, Selkirk, au Manitoba. Aileen Cronin fait partie des quelques 40 survivants américains de la thalidomide qui n'ont jamais été indemnisés pour leurs blessures. Elle est écrivain et psychologue clinicienne. Alvin Lowe a été admis au Speakers Hall of Fame, temple de la renommée des conférenciers. Au fil des années, il a prononcé des discours devant des milliers d'hommes d'affaires de nombreuses sociétés internationales. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait jamais été invité à s'exprimer devant une société pharmaceutique. Aucune limite.